Bonsoir tout le monde et bienvenue Bonsoir. dans cette nouvelle vidéo de Top 10. Ce soir, c'est le Top 10 de... Vanille. Yes. Enfin. Alors, c'est assez drôle en fait, pour faire une petite introduction du Top 10 de Vanille. C'est que Vanille a tendance à toujours me dire « Ah, j'aime bien les jeux légers, j'aime bien les choses qui se prennent rapidement en main, j'aime bien un peu les jeux paf dans ta gueule, du style Munchkin, où on n'arrête pas de s'embêter à gauche, à droite. » Bah en fait, la taille des boîtes est quand même assez conséquente. Ouais. Et surtout que je dis tout le temps que j'adore les jeux d'ambiance. Il y en a 3. Bref, on va découvrir ma top 10, Exactement. qui à l'époque était une top 30. Qui s'est même allongé à un moment. Et ben voilà, ça s'est arrêté à top 10 avec un Et 0,5 supplémentaire, mais je ne vais pas spoiler trop. Et du coup, tu l'as pas mis là en fait. Non, il est là, je vais le voir maintenant. Mais je vais la sortir après, allez. Petite surprise, donc il faut rester jusqu'à la fin de la vidéo pour le 0,5 supplémentaire. Ouais, on mettra juste avant le top 1, histoire de faire une mention honorable D'accord, avant le top 1. ça me va. Bien sûr, on rappelle, c'est subjectif, ce top. Ah oui, est 100% purement, subjectif. Je sais que lui, il n'est pas très d'accord sur certaines choses, donc... Mais c'est mon top 10. C'est ça. Ton émotionnel sur ce que tu as ressenti sur les jeux, Ouais. et c'est le plus important, Ouais. même si on n'est pas d'accord. Voilà. Du coup, numéro 10. Et là, on va commencer par un petit jeu d'ambiance. Cosmopolite. Magnifique jeu, découverte de Cannes. 2019 ou 2020 Ouais. 2019, je crois. C'est possible, ça va être 2019. Ouais, Oui, il me semble bien. exactement. Oui, parce qu'on avait pu faire une soirée jeu pour faire découvrir Cosmopolite, alors que 2020, juste après, il y a eu le confinement, donc Exactement. c'était un peu compliqué. Oui. Du coup, Cosmopolite, qu'est-ce que c'est? Cosmopolite, c'est un restaurant. Dans ce jeu, on doit gérer un restaurant. On a plusieurs rôles, donc c'est un jeu à rôle, mais pas rôle caché, parce que de toute façon, c'est un jeu qui est coopératif. On a une serveuse, on aura un maître de salle et plusieurs cuisiniers. Cosmopolite, qu'est-ce que c'est? C'est un restaurant cosmopolite dans lequel on retrouve des clients qui viennent de toutes les parties du monde et qui adorent leurs plats, et du coup, ils vont commander leurs plats dans leur propre langue. À savoir que pour jouer à Cosmopolite, il faut une tablette. Mais alors smartphone peut fonctionner. oui, mais smartphone c'est tout C'est un peu petit. Tablette c'est mieux. La tablette c'est la tablette de la serveuse, donc elle aura à disposition sa salle, donc elle peut voir les différents clients arriver, et peut aller prendre la commande et va entendre le nom des plats dans la langue de la personne. Schweizer Kässalat. Erwtensoep. Kakenmelish. Donc il faut une tablette et des écouteurs. Et des écouteurs. Ah oui, parce que faut que ça reste secret. Le ça. but, c'est pas que tout le monde entend en même temps. Rien inventé, ça reste un téléphone arabe, mais avec des mots et des termes qui sont quand même assez bizarres. On n'a pas l'habitude ni d'entendre et ni de répéter, parce qu'évidemment, la serveuse va prendre les commandes, qu'elle doit répéter au maître de salle, qui doit prendre note dans son... Petit calepin. Voilà. Là, il y a déjà des prises de notes complètes. On peut voir que c'est un peu le bordel. Voilà, donc avec le numéro de table et le nom du plat, qui doit transmettre à la cuisine, et les cuisiniers auront à disposition la liste des mets. Exactement. On va en fait avoir des listes de menus réparties par continent. Donc là, par exemple, j'ai pris le continent américain. On aura de l'autre côté le nom des plats par rapport à une langue précise mentionnée tout en haut de la carte. Et donc, effectivement, il faudra retrouver ce plat par rapport à ce qu'on a entendu. Et entre-temps, il peut y avoir plein de transformations de prononciation. Exactement. Si on essaie de lire juste un comme ça, un odioku charki, c'est du lama. On va manger du lama. Ah bah oui, c'est du... comment ça s'appelle ? Quechua. Donc oui, je comprends, on va manger du lama. Bref, donc, du moment que les cuisiniers auront trouvé leur plat, ils doivent chercher l'ingrédient. Donc dans ce cas, l'ingrédient c'est le lama. Et ils vont chercher... Ouais, par contre, si tu es dans les crustacés, poissons et crustacés, tu ne vas pas trouver du lama. Ça va être difficile. Donc voilà, vous avez compris, on a les ingrédients repartis par Par catégorie. catégorie. Là. Voilà.
Oh, ah, mais il y a vraiment le lama. Donc, on a du lama. Du moment qu'on a trouvé l'ingrédient, on va le mettre avec la carte qu'on va donner au maître d'hôtel, qui va donner à la serveuse avec le numéro de la table pour pouvoir le chercher dans la tablette. Et à ce moment-là, bah, ça sera soit validé ou soit on s'est complètement trompé. À savoir que c'est un jeu qui va évoluer dans le temps. Donc plus on fait de parties, plus il va devenir compliqué. Au début, on a un petit restaurant avec 6 tables. Au fur et à mesure des parties, on va ajouter des tables supplémentaires, on va ajouter la terrasse, une petite terrasse, une grande terrasse, etc. Et du coup, en fait, il y aura de plus en plus de langues aussi par continent. Exactement. Il y a des cartes qui vont s'ajouter. Il y a tout un tas qu'on ne va pas utiliser au début. Ouais. Et aussi plus d'ingrédients. Et plus d'ingrédients, exactement. Autre chose que je trouve hyper cool, c'est qu'on n'a que 6 minutes. C'est vrai. Donc le temps est vraiment très limité. Est-ce qu'on a 6 minutes tout le temps? Tout le temps. Tout le temps. Donc, Sur les 18 niveaux. en 6 minutes, c'est pas toujours évident. Non, c'est même parfois très dur. Ouais. Surtout quand on commence à passer au niveau 6, 7, où on a énormément de monde. Le restaurant est plein, on doit comprendre tout le monde, on doit passer les messages. On n'arrive pas à les trouver parce que c'est difficile de répéter les différents accents. Voilà, c'est un jeu qui est très 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 drôle. Et franchement, j'adore ce jeu. Franchement, je suis étonné qu'il n'ait pas été sélectionné à l'As d'Or. Ouais. Surtout parce que c'est quelque chose de complètement innovant, je trouve. Ouais. Alors oui, comme tu disais tout à l'heure, on reste quand même sur une sorte de téléphone arabe, mais il y a tellement de choses en plus, et puis les gens sont pas tous bons à tous les rôles aussi. Il y a des gens, quand on les met par exemple maître d'hôtel, vu qu'il y a des informations qui viennent de tous les côtés, ils sont complètement perdus, et c'est hyper drôle. Alors c'est frustrant parce qu'on perd, mais c'est drôle quand même. Ouais, exactement. Mais c'est vrai que c'est pas évident de écouter d'un côté, transcrire, dire de l'autre côté, recevoir des cartes en arrière, se retrouver sur ton calepin. D'où l'importance aussi d'essayer d'écrire phonétiquement le mieux qu'on peut les plats. Ouais. Juste une petite chose supplémentaire pour les personnes qui adorent les langues. Comme c'est vraiment ce jeu a été créé avec des linguistes. Linguistes. À l'intérieur, vous avez à disposition ce livre qui va présenter alors déjà tous les plats, toutes les langues, tous les pays. Donc c'est vraiment bien fait. Et vous avez toutes les informations à l'intérieur. Donc ça, c'est plus épais que le livret de règles. Voilà. Du coup, Cosmopolite est un jeu à partir de 10 ans pour 4 à 8 personnes pour des parties d'exactement 6 minutes. Ouais. Voilà. Numéro 9. C'est juste. Yes. Shadows Amsterdam. Celui-ci, par contre, a été sélectionné à l'As d'Or. Mais il n'a pas gagné l'As d'Or. Non. Ça aussi, c'est un coup de cœur de Cannes, toujours 2019. Oui. C'est la même année. Exactement. Shadows Amsterdam, c'est un jeu d'association d'idées. Comme on connaît d'autres, Dixit, Mysterium, etc. Le but du jeu, on est en équipe, 2 équipes, donc on va jouer à 4. Minimum 4. Alors on peut le jouer à moins. On peut jouer à 2. Oui, on peut le jouer à 2, je crois à 3 aussi, il y a un mode à 3. En fait, on va être, il y aura une application, un timer qu'on va mettre en route et puis il faudra réussir à finir le jeu avant la fin du timer. Ok. Mais je pense que c'est moins sympa. Voilà. Donc, dans le jeu, il y a une personne qui va prendre le rôle du détective et l'autre personne qui va prendre le rôle de l'agent de liaison. Ceci pour une équipe du coup. Ceci pour une équipe. Donc on aura 2 détectives et 2 agents de liaison. 2 agences qui sont complètement... Qui se font la guerre en fait, on peut le dire. Voilà. Donc, qui sont en compétition. Qui sont en compétition. Le but du jeu, c'est trouver tous les indices le plus rapidement possible avant l'autre équipe. Comment ça marche? Le plateau de jeu est créé avec des tuiles, avec des images. Alors c'est pas la forme... c'est pas la vraie forme. La vraie forme, c'est quand même un hexagone. Ouais, c'est juste pour illustrer. On va partir d'un endroit et on doit se déplacer sur cette carte. Pour se déplacer, l'agent de liaison aura à disposition des cartes comme ceci. Sur cette carte, on a des zones safe, donc ce sont les zones blanches. Des contrôles de police, ce sont les zones avec des X. Et à chaque fois que notre personnage se retrouve sur une zone de contrôle, on va gagner un jeton X. Et du moment qu'on aura 3 jetons X, on a perdu. On donne directement la victoire aux adversaires, donc il faut faire hyper attention à ça. Exactement. Et on a des zones qui sont colorées entre orange ou orange-noir. Ça va montrer les zones sur lesquelles on doit arriver avec nos personnages. Du moment qu'on arrive là, on gagne un petit drapeau. Et du moment qu'on aura les 3 drapeaux, on a gagné la partie. Ouais.
En fait, ce qui est vraiment cool, c'est qu'on a les zones oranges qui sont uniquement les nôtres, que notre adversaire ne connaît pas. Pour les cartes oranges, évidemment, pour les cartes noires, Ouais, la zone exactement. noire. Et puis les zones justement qui sont à double, sont les zones où on va pouvoir amener notre allié, mais également l'adversaire pour amener son propre allié à cet endroit-là. Une fois que la zone a été prise par une des deux équipes, l'autre équipe ne pourra pas la récupérer. Exactement. Donc il y a vraiment une course à ce niveau-là. Globalement, le jeu reste une course, mais ces endroits sont des endroits clés. Quand on voit que quelqu'un s'approche de cette zone, on peut essayer d'amener notre allié pour prendre la zone avant l'adversaire. Et c'est assez tendu à ce niveau-là. Si on y arrive. Si on y arrive, ouais, bah oui. Parce que souvent, c'est là, c'est ce moment de stress qu'après on va louper. Comment on fait pour faire déplacer notre personnage? On peut donner des indices avec ces cartes. Ces cartes n'ont rien à voir avec, ou peu à voir avec tout ce qui est dessiné sur le plateau de jeu. On peut donner une carte ou deux cartes. Si on donne une carte, ça veut dire que notre personnage doit se déplacer d'une case. Si on donne deux cartes, ça veut dire qu'il doit se déplacer de deux cases. Évidemment, pour essayer de communiquer l'endroit de destination, il faut chercher les cartes les plus proches, soit en termes de couleur, soit en termes d'image, soit en termes de sens. Tout ce qui vous passe par la tête, en fait, et que votre allié ne va jamais comprendre. Exactement. Comme dans tous les jeux d'association d'idées. C'est ça qui est drôle. Ouais. Souvent, ça arrive qu'on donne deux indices et en même temps, on se rend compte qu'ils peuvent aller sur plusieurs cases en même temps. Donc, ça arrive. Ouais. Et les deux, si on donne deux indices, ça doit toujours avoir un rapport avec la case de destination et pas sur les la cases case de passage. C'est ça, pas sur les cases sur lesquelles on passe. Exactement. Et ce que je trouve vraiment intéressant avec ce jeu, c'est la tension qui se crée entre les deux équipes. Parce que quand on commence à voir que les autres, ils ont déjà deux drapeaux, nous on est encore au premier, mais en même temps, nous on a déjà deux croix. Et si on fait la troisième, on a perdu. C'est là que ça devient très 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 tendu. L'autre chose aussi assez tendue, c'est qu'il faut savoir que les cartes images, il y en a toujours 10 en fait visibles à disposition. Dès qu'on en prend une, on en révèle une pour renouveler à 10. Ces cartes, elles sont disponibles aux deux équipes, ce qui veut dire que y a un peu aussi une course à ce niveau-là. On peut se mettre par contre d'accord les deux équipes ensemble pour renouveler entièrement les 10 cartes. Chose qui arrive très difficilement. Ouais, parce qu'au bout d'un moment, en fait, par exemple, imaginons, je donne une carte à mon allié. On renouvelle donc la carte que j'ai prise avec une nouvelle. Puis là, Vanny, il me dit, ça te va si on renouvelle parce que moi, j'ai plus rien à dire. Là, je vais commencer à dire, j'attends que mon allié fasse son mouvement, puis après, peut-être. Et en même temps, je regarde pour voir si j'arrive à faire encore autre chose, tout en sachant que l'autre, en ce moment, il n'a pas... C'est ça. Et puis du coup, mon allié, après, se déplace finalement. Toi, tu galères toujours, puis moi, je me dis, tiens, avec les cartes qu'on a encore là, je vais encore pouvoir faire déplacer mon allié. Et toi, t'es frustré. Ouais. Et ça, c'est cool. Exactement. Ça dépend pour qui, mais oui. Donc, non, oui, Shadows Amsterdam, c'est hyper bien. Si vous aimez les jeux d'association d'idées, c'est une belle trouvaille pour l'instant. Donc voilà pour Shadows Amsterdam, qui se joue à partir de 10 ans pour 2 à 8 personnes pour des parties d'environ 30 minutes. Sincèrement, idéalement, c'est 4, comme on le disait en début. Voilà. Numéro 8. Ah, ça, c'est un petit jeu, c'est un petit bijou. Et une nouveauté. Enfin, une nouveauté de 2021. Oui. C'est premier semestre? Oui, premier semestre déjà. Hein. Oui, parce qu'il est arrivé dans le top 10 des jeux des 6 premiers mois de 2021. Vrai. Si vous voulez regarder la petite vidéo, il y aura un petit... Là, ou là, ou là. Ouais, quelque part. Quelque part. Jekyll and Hyde. Et sur ça, je pense qu'on est assez d'accord. Ouais. Ça reste... Alors peut-être ça ne sera pas dans ta top 10 personnelle, mais c'est quand même... Non, parce que je gagne pas. C'est quand même un jeu qui est super. Alors c'est un jeu de pli. Les jeux de pli, c'est quand même pas tout le temps super intéressant. Disons que les jeux de pli, il faut les aimer de base. Oui. Personnellement, je n'aime pas du tout les jeux de pli. Toi, je me souviens plus, tu avais joué à des jeux de pli quand tu étais plus jeune? Oui. Ouais. Oui. Et ici, par contre, ils ont réussi à créer un jeu de pli avec une tension et avec des twists supplémentaires qui sont vraiment pas mal. Du coup, dans Jekyll et Hyde, qu'est-ce qu'on fait? On est Jekyll contre Hyde, comme le dit le nom. Alors déjà, il faut dire qu'il y a une super belle figurine de Jekyll et Hyde avec les deux visages en métal. Ouais. Il est super. Alors déjà ça vaut la peine d'acheter la boîte. Quel est le but du jeu? Donc pour Jekyll, le but du jeu, c'est arriver à la fin de la troisième manche sans se transformer en Hyde. Et évidemment, pour Hyde, c'est
arriver tout au fond pour pouvoir se transformer. C'est ça, prendre le contrôle de l'esprit de Jekyll. De Jekyll. Comment on joue? C'est un jeu de pli très simple à majorité. Donc la carte la plus haute gagne. Plus haute d'une même couleur. Si on joue une couleur différente, ce ne sera pas forcément la carte la plus élevée qui va gagner. Dans un jeu de pli traditionnel, en fait, on joue la première carte qui va définir la couleur qui sera la plus puissante. Et du coup, si les adversaires n'ont pas cette couleur-là à jouer, ils peuvent jouer une autre carte d'une autre couleur, mais cette carte ne remportera normalement pas le pli. Donc au premier tour, je vais jouer une carte rouge. Je vais mettre le petit jeton rouge qui est là. Donc à ce moment-là, on sait que le rouge, ça sera la carte la plus faible, la couleur la plus faible. Toi, tu joues en violet, donc on va jeter le jeton violet et automatiquement, évidemment, comme il y a 3 jetons, le vert. À ce moment-là, on a l'ordre de force. Donc le vert, ça sera la plus forte, la rose, c'est au milieu, et comme on a dit tout à l'heure, la rouge, ça sera la plus faible. Et du coup, on peut jouer comme ça notre tour, on défausse une carte, on regarde la valeur, et ce qui gagne prend le pli. On a à disposition des potions magiques, comme celle-là. La potion magique, on prend en considération uniquement la valeur. Donc là, c'est en 5. 5 plus. 5 plus. En cas d'égalité, c'est toujours la potion qui gagne. Exactement. Mais en plus de ça, on peut activer l'effet de la couleur de l'adversaire. C'est ça. Parce que chaque couleur, comme on peut voir sous les jetons, par exemple, le vert, ça nous permet de donner 2 cartes à notre adversaire, et notre adversaire va nous donner 2 cartes. Simultanément, par contre. Oui, on ne peut pas voir ce qui se passe. Le rose, ça permet au vainqueur du pli de prendre un pli de l'adversaire. Donc, en plus de gagner le pli actuel, on prend un pli que l'adversaire aurait déjà gagné au préalable pour le rajouter à nos plis. C'est pas toujours la bonne solution, par contre. Et le rouge, ça permet tout simplement de faire un reset et recommencer, changer du coup quelle est la carte la plus forte, la couleur la plus forte et la couleur la plus faible. Ouais. Petite subtilité avec la potion, c'est que si, imaginons, mon adversaire a joué une carte rouge, et ensuite moi je joue une carte potion. La carte rouge est de valeur 4, ma potion est de valeur 5. Non seulement je gagne le pli, mais en plus de ça, je fais donc l'effet rouge, c'est-à-dire réinitialiser les couleurs. Par contre, si je pose une potion et qu'en face il n'y a pas encore de carte, à ce moment-là, je vais pouvoir demander à mon adversaire de jouer une couleur spécifique. Si mon adversaire possède cette couleur, elle devra être jouée, sinon une autre couleur sera jouée. On rappelle que la potion active le pouvoir de la couleur que l'on joue en face. Donc si on demande une couleur que l'adversaire n'a pas, on ne pourra pas activer la couleur que l'on demande puisque ce sera la couleur qui sera posée au final. Et ça peut aussi créer des bons retournements de situation. Surtout parce qu'à la fin de la manche, donc on n'aura plus de cartes, on va compter le nombre de plis. Vraiment la grosse subtilité, c'est qu'on n'a pas du tout les mêmes objectifs. Exactement. On va en fait soustraire le nombre de plis que l'un a gagné par rapport à l'autre, et la différence va être le nombre de cases que l'on va avancer ici. Ce qui veut dire par exemple, je gagne 3 plis, l'adversaire en gagne 7, il y aura une différence de 4, et du coup on va avancer de 4 cases. Ça veut dire qu'en fait, Jekyll va essayer de gagner 5 plis et perdre 5 plis, tandis que Hyde va essayer de soit gagner 10 plis, soit perdre 10 plis. Exactement, c'est ça qui est vraiment intéressant, et surtout quand tu es Hyde, tu te concentres sur quelque chose, et tout d'un coup il y a un retournement de situation, du coup tu étais en train de gagner, mais en fait non. Encore une fois, ça crée une belle tension dans le jeu. Ouais. Donc voilà, pour Jekyll versus Hyde. Du coup, c'est un jeu qui se joue à partir de 10 ans pour exactement 2 personnes et à peu près 20 minutes de partie. Voilà. Numéro 7. Ça, c'est de la grosse boîte. C'est une grosse boîte. Une très grosse même. Très lourde aussi. Et c'est toujours rien à manger. Du coup, il s'agit de Suburbia. Il y a du matos dedans. Ouais, il y en a beaucoup. Dans Suburbia, on est sur un jeu de construction de ville. Fan de SimCity, c'est pour vous. Exactement. Alors, c'est pas en 3D, mais... Il y a le jeton de premier joueur qui est en 3 dimensions. Et le jeton premier joueur a aussi une petite lampe qu'on peut mettre à l'intérieur pour l'éclairer la nuit. Qu'on n'utilise jamais. Qu'on n'utilise jamais parce que ça tient pas et ça sert à rien. Voilà. Et il y a aussi le distributeur de tuiles qui est en... Ça, c'est le jeton premier joueur, qui est assez gros au moins. Ouais. Dans Suburbia, on doit construire notre propre ville avec des tuiles qui représentent les différents quartiers.
On aura du coup des quartiers résidentiels, on aura des quartiers industriels, il y aura aussi des quartiers commerce, business, et j'ai tout dit. Il me semble que 4. Bon, après, il y a des choses particulières. Ah, il y a les restos, les restaurants aussi. Oui, mais ça, c'est commerce, je crois. C'est dans les commerces? Ouais, il me semble. Ok. Donc voilà. Mais oui, c'est Satané Resto. Qui tombe jamais quand il faut. Hein? C'est Satané Resto qui tombe jamais quand il faut. Oui, exactement. Parce que les restaurants, ils vont amener de l'argent, évidemment, mais aussi d'autres petits bonus de temps en temps. On va tous commencer avec un plateau joueur comme ça. Recto verso, on peut choisir si on veut le mettre en haut ou le mettre en bas. Donc soit on est à Barcelone d'un côté, ici par exemple, soit on est dans une ville neutre de l'autre. Ah oui, exactement. On a 3 tuiles de départ. On va mettre dans un ordre bien précis. On a de l'argent, évidemment, pour acheter les tuiles. Et on a les 2 marqueurs pour marquer combien d'argent on va gagner à la fin de chaque tour et quelle est la réputation de notre ville. Donc combien il va augmenter notre population à chaque tour. Et voilà le plateau de jeu. À notre tour, ce qu'on va faire, c'est que on peut acheter des tuiles. Chaque tuile a un prix. Donc si on regarde là, la première coûte 15. C'est un petit peu beaucoup hein, déjà pour 15, 9, 5. Pourtant une tuile A. De début de partie. Bon, on a 15 en début de partie. Donc on peut tout dépenser pour la première tuile. Mais en plus de ça, c'est comme une rivière plus ou moins standard. Donc les 2 premières tuiles sont le prix plus 0, mais après ça s'ajoute plus 2, plus 4, plus 6, plus 8 et plus 10. Donc là, ça ferait une tuile à 22 $. Voilà. Et ça, on l'a pas en début de partie. Évidemment, chaque tuile va nous donner des bonus. Parfois, on va augmenter le revenu de notre ville. Parfois, on va augmenter la réputation, donc la population après. Parfois, ils vont se combiner avec d'autres tuiles pour déclencher des effets. Mais parfois, on a aussi des malus. Par exemple, si on prend la centrale nucléaire et qu'on la met à côté des maisons, c'est là qu'on va perdre de la réputation, il me semble. Voilà, rien que les usines, tu vois, tu as moins 1 de réputation pour chaque commerce et chaque monument adjacent. Exactement. Enfin, dans le lieu culturel, je crois. Ouais. Du coup, là, par exemple, on a la ferme. Elle nous donne moins 1 de réputation de base et plus 1 de revenu pour chaque restaurant. Mais attention, c'est chaque restaurant en jeu, donc chez les adversaires également. Ça aussi intéressant. Parce que parfois, on peut se faire beaucoup d'argent ou de réputation sur les épaules des autres. Et dans les tuiles, on a vraiment énormément de choses différentes. On a des aéroports, et les aéroports, plus on a d'aéroports, plus on gagne, il me semble. C'est plus 1 d'income pour chaque aéroport. Ouais. Ah ben voilà, il y a un petit aéroport là. Exactement. Et quoi faire si à bout d'un moment on n'a plus d'argent? On peut toujours prendre la première tuile, la mettre à l'envers, donc on aura un petit lac. Et pour chaque tuile autour du lac, on va gagner 2 $. Pour chaque tuile d'un des 4 types mentionnés en dessous. Bah, du coup, toutes les tuiles. Ah non, lac, non. On ne peut pas mettre un autre lac à côté dans le lac. Et puis, ce sont des bonus qui vont s'activer. Par exemple, si je rajoute une tuile ici, je vais gagner donc 2 $. Oui, exactement. Donc, c'est quelque chose qui reste valable. Comme tous les bonus, mais ça, c'est un petit peu peut-être le côté compliqué du jeu, surtout si on joue avec plusieurs extensions en même temps. C'est que, par exemple, juste le concept du restaurant, on ajoute un restaurant, on doit se rappeler qu'il faut ajouter qu'on va gagner de l'argent. C'est ça, il y a vraiment ce côté combo. Faut bien se souvenir en fait chaque tuile que l'on a placée pour savoir comment les comboter et puis qu'est-ce qui va augmenter quoi, qu'est-ce qui va diminuer où. C'est vrai que c'est pas forcément évident et le fait de mixer plusieurs extensions va faire qu'on va avoir plein de tuiles, on va utiliser un certain nombre de ces tuiles et en fait il y a parfois des synergies qui vont mal se retrouver. Exactement. Après, on a aussi des petits marqueurs en bois qui vont nous aider pour se rappeler, bon voilà, les restos, c'est plus simple de compter les nombres de restaurants. Les avions pour les aéroports, mallettes pour le business, et ainsi de suite. Les monuments et culture. On peut également toujours acheter des tuiles de base pour 3 ou 4 $, comme celles qu'on a mis au début, ce qui permet de ne pas payer trop cher et puis quand même de développer sa ville. Mais à ne pas abuser parce que sinon on prend beaucoup de retard. Oui, exactement. Il y a aussi une extension qui est vraiment géniale, j'aime beaucoup. Donc voilà, ça c'est des bords qu'on peut ajouter à notre ville. Ils sont quand même assez cher et difficile à mettre, surtout qu'après ils vont définir la limite de la ville, donc on ne peut pas construire de l'autre côté. À moins qu'on fasse vraiment tout un contour, mais on n'a pas le droit de placer de façon adjacente. Ouais, exactement.
mais ça va amener des bonus supplémentaires qui sont souvent bien attractifs. On peut même construire des lacs de l'autre côté, et ça va, bah ça c'est pas le lac, c'est la mer. C'est vrai. Et ça va rapporter 4 $ pour chaque tuile adjacente. Donc voilà pour le principe du jeu. C'est vraiment un jeu, là aussi on a fait plusieurs parties, c'est vraiment très agréable à jouer. Et moi j'adore les jeux de construction, entre autres. Ça, je suis assez d'accord. Puis celui-ci retransmet assez bien les sensations qu'on pourrait retrouver dans des jeux de gestion. Un peu moins, justement, de sensations sur le côté vraiment pour le plaisir visuel de la construction. Ouais. Bah, comme c'est en 2D, c'est juste... voilà. On n'aura pas en fait une logique dans notre ville, comme on pourrait retrouver dans Cities Skylines, le jeu vidéo, pas le jeu de société, parce que là aussi, c'est pas mal comme celui-ci. Ça, c'est le plateau pour marquer les points. À savoir qu'à chaque fois qu'on dépasse une maison rouge, on va en réputation. Exactement. Donc le tour d'après, on va gagner moins de population. Parce que plus il y a de population, plus il y a de soucis. Mais aussi d'income. On va descendre les deux. Hein. C'est vrai. Donc on va gagner aussi moins d'argent. Et du coup, la fin de partie se déclenche en fait quand on tire une certaine tuile ici. Elle nous dit, vous faites un dernier round. Après avoir fini ce round, vous faites un dernier round, puis après on fait un dernier décompte des points. On a oublié de dire qu'on a aussi des objectifs. C'est un petit détail parce que les objectifs peuvent guider ou en tout cas changer un petit peu la façon dont on joue. On a des objectifs qui sont communs et des objectifs qui sont personnels. Parfois, peuvent être les deux en contradiction. Par exemple, avoir le plus d'industrie et avoir le moins d'industrie. Donc, ça va être un petit peu compliqué. Ouais, il me semble qu'il y a quand même un choix au début. C'est vrai, au début, on reçoit deux objectifs, on choisit un. Là, il va y avoir des communs, des goals communs, où là, la personne ayant le mieux fait ceci gagne. On aura aussi du personnel, et là, il y aura également des challenges et des bonus qui ne seront pas de la comparaison avec les autres, mais est-ce qu'on a atteint une certaine qualité dans notre ville, et ça, ce sera déclenché à des moments précis dans la partie quand on tire des tuiles qui nous demandent de faire un décompte. Donc il y a vraiment ces choses à prendre en compte, plus les objectifs communs, plus l'objectif personnel, ça fait pas mal d'infos. Ouais, exactement. Il y a juste encore une chose que j'aimerais ajouter à 2 joueurs, ça, c'est super. Je crois que c'est le bon numéro. Après, plus il y a de joueurs, plus ça devient long. Il y a aussi un mode à 5 joueurs. 5 joueurs, je pense que c'est... Ça va être insupportable. Voilà, exactement. Ça va être tellement long qu'on n'aura même pas ou peu de plaisir à jouer. En fait, l'avantage de jouer à plus, c'est quand il y a des combinaisons avec le nom, par exemple, plus 1 pour chaque restaurant en jeu. Ça veut dire que s'il y a plus de personnes, il y a plus de potentiel qu'on gagne des bonus. Donc je pense qu'à 3, ça peut être également cool à jouer. Il faudrait essayer à 4, on l'a fait que à 2 celui-là en fait. Oui, exactement. Alors du coup, Suburbia, ça se joue donc de 1 à 5. Il y a un petit mode solo qu'on n'a pas testé non plus. Pour des parties d'environ 1h30. Et pour des personnes âgées de 14 ans et plus. Je pense qu'effectivement, il faut au minimum avoir 14 ans parce qu'il est quand même assez costaud au niveau de la réflexion. C'est pas tant les règles en fait qui sont difficiles. Non, les règles, c'est très simple. Tu prends, tu poses, c'est tout. Et t'actives. Et tu actives. Celui-ci, tu l'as eu sur Kickstarter. Oui. Il faut savoir que ce jeu était disponible en boutique à l'époque, parce que c'est pas un jeu tout récent. Il a été réédité justement sur Kickstarter et maintenant il est assez difficilement trouvable en magasin, malheureusement. Donc voilà pour Suburbia. Suivant, numéro 6. Et là, on retourne sur une petite boîte. Du jeu d'ambiance. Jeu d'ambiance. C'est ça, c'est le fameux 3e. Jeu d'ambiance. Exactement. C'est le jeu si vous avez des amis, et après vous n'aurez plus d'amis. C'est quand même pas aussi pire que Galápagos. Ouais. Mais c'est... Parce que là, au moins, tu sais que tu vas te mettre sur la figure. Oui, exactement. Alors, Bahamas, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu d'enfoiré. C'est un jeu d'enfoiré. On est des voleurs. On a fait le casse du siècle. On a pris un avion pour s'enfuir aux Bahamas. C'est thématique, hein. C'est fou. Voilà. On a pris l'avion pour s'enfuir aux Bahamas. Sauf que notre avion commence à avoir un petit souci. Le moteur s'arrête et l'avion est en train de précipiter. Et autre petit problème, on n'a pas assez de parachute. Donc le but du jeu, c'est au moment du crash de l'avion, avoir un parachute et le plus d'argent possible. Parce qu'avoir un parachute et oublier l'argent dans l'avion, après avoir fait le casse du siècle, c'est quand même un petit peu bête.
comment le jeu va se dérouler? On aura des cartes en main, qui sont un petit peu nos objets, il y a un petit peu tout dedans en fait. Des choses qu'on a besoin, des choses qu'on n'a pas besoin. Il me semble qu'on a des nours, on a un pistolet, on a des parachutes bien évidemment. On a des faux parachutes. En même temps, devant nous, on aura notre sac avec potentiellement de l'argent dedans. 300 000, 200 000, etc. Évidemment, ça reste secret. Les autres joueurs vont pas connaître le contenu de notre sac. À chaque tour de jeu, on va lancer tous les dés. Il y a des dés un dé pour chaque joueur. -1. Mettons qu'on est 4, on va lancer les 3 dés. Et ça, c'est les actions qu'on peut faire à choix. Donc on peut choisir, soit récupérer dans ce cas une carte argent, valise, soit voler une carte de la main de notre joueur, soit activer le pouvoir de notre personnage. Parce qu'évidemment, on a des personnages avec des caractéristiques différentes. À tout moment, on peut utiliser aussi des cartes. Les cartes ont des pouvoirs. Par exemple, on a une carte turbulence. Chaque joueur pioche simultanément une carte action au hasard dans la main de son voisin. Donc c'est là qu'on va se piquer peut-être le parachute. Moi j'aime bien le braquage. Si vous n'avez pas encore joué, c'est-à-dire que si on n'a pas encore choisi pendant cette manche un dé, on joue l'action du dé qui a été choisi par un adversaire. Et du coup on lui pique automatiquement le dé. Ouais, donc moi je dis ah mais je vais choisir ça et toi tu me dis non. Un petit braquage, c'est à moi. Voilà. Donc toi tu fais l'action et moi je dois choisir un autre dé. Voilà. C'est vraiment un jeu très très sympa. On s'amuse énormément. Ah, puis c'est hyper simple. C'est hyper simple. Tu l'expliques en 2 minutes parce que le concept est simple. Il y a quand même 2 autres choses supplémentaires. Bon, première chose, la 4e personne, évidemment il n'y a plus de dés, donc il récupère tous les dés, il les lance. Donc c'est la personne qui aura le plus de choix. Autre chose, c'est la personne qui a pris le dé, qui choisit qui sera le prochain joueur. Donc il n'y a pas un tour qui est défini. Donc ça varie tout le temps. Sauf quand il n'y a plus de dés, c'est forcément la personne qui n'a pas encore choisi de dés qui peut jouer. Évidemment. Et on peut choisir que des personnes, bien évidemment, qui n'ont pas encore joué. On ne peut pas faire jouer 2 fois la même personne. Sur un même lancer de dés. Exactement. Il y a aussi un personnage qui est infiltré, donc c'est l'agent de l'FBI. Alors c'est pas quelqu'un qui va tirer ce personnage. Par contre, dans les cartes action, on retrouve par exemple le badge du FBI. Voilà, le fameux, le faux parachute. Donc, je disais, on a le badge, on a le téléphone du FBI et on a les menottes du FBI. Du moment qu'on arrive à voir les 3, on a gagné la partie. Ouais, donc, on arrête les autres. On arrête les autres. En prison. On peut même pas avec l'argent. C'est juste que nous, on a gagné, mais on n'a pas l'argent. De toute façon, FBI, on a notre salaire, à mon avis, qui est plutôt bon. Donc on n'a pas besoin d'argent. Oui, effectivement. Et du coup, la fin de partie se déclenche lorsque la carte catastrophe, crash de l'avion arrive. Du moment que l'avion se crash, qu'il y a le parachute reste en vie, les autres sont morts. Et c'est là qu'on va regarder qui a le plus d'argent entre les survivants. Donc voilà, c'est un jeu assez simple, très simple, pour des parties d'environ 30 minutes, à partir de 10 ans. Pour 4 à 8 personnes. 4 à 8 jours. Alors 4, c'est un peu limité, je trouve. Ouais. Il faudrait idéalement jouer au moins 5. Je pense 6 c'est idéal, 8 c'est peut-être un peu long, mais c'est fun. Ouais. C'est vraiment chaotique. Mais voilà pour Bahamas. Du coup, le suivant, c'est le numéro 5. Logiquement. Encore un petit jeu, mais qui est un grand jeu. Attention, c'est un petit jeu, mais avec beaucoup de potentiel. C'est vraiment très polyvalent. Il y a plusieurs mécaniques dans le jeu. On est vraiment sur un jeu de majorité. Non, pas de majorité, de conquête de territoire. Oui, majorité aussi. Ouais, un peu de majorité en termes de points lorsque tu joues les cartes, savoir qui a le plus de points pour conquérir ce territoire. De bluff. Et de coups fourbes. Donc voilà, Condottiere. Alors, à savoir que Condottiere, c'est un jeu qui est vieux. Ah, il est vieux, je crois qu'il date de 96. La première édition date de 96. Il me semble que en 2012-2013, il y a la dernière version française qui est sortie, si je ne me trompe pas. En tout cas, c'est assez difficile à retrouver en français aujourd'hui. Ouais. Et c'est dommage parce qu'il est vraiment top. C'est un petit bijou qu'on a découvert en vacances en Italie, donc c'est pour ça que c'est en italien avec les règles en italien. Le but du jeu est de conquérir soit 3 territoires adjacents, soit
5 territoires sur toute la carte de l'Italie centrale. Ou si on est à 2, je crois. C'est possible. Vu qu'il y a 6 jetons. Ouais. Le déroulement du jeu, on sent que c'est quand même un jeu assez ancien. Parce que la mécanique, elle est pas tant habituelle que ça. Enfin, la mécanique de jeu, oui, mais en fait, le déroulement d'un tour de jeu, d'une manche de jeu, est pas si habituel que ça. C'est un peu tarabiscoté. Pas forcément évident à comprendre. Mais une fois qu'on l'a en main, après, c'est tout à fait fluide. Du coup, on va être sur un jeu de cartes dans lequel on va poser des cartes pour essayer d'augmenter notre valeur militaire. On commence, il me semble, avec 10 cartes en main. Hein. Exactement. Dans le mode de base. Parce qu'en fait, il y a plusieurs variantes de jeu. Exactement. Donc, il y a un mode de base, on a 10 cartes en main. Et on peut poser une à la fois, autant de cartes qu'on veut. Et s'arrêter quand on a envie. Évidemment, moi, je pose une carte, lui pose une carte, etc. Première chose qu'on fait, bien sûr, c'est choisir quel territoire on veut conquérir. Là, par exemple, on va à Firenze. Alors, imaginons, je mets un 5. Ah ouais, tu commences en 5. Donc, si on arrête la partie maintenant, bah, la plus haute valeur gagne, donc 5. Bah, comme tu mets en 5, bon, écoute, je vais commencer avec un 3. Donc, pour l'instant, j'ai toujours la majorité. J'ai plus de valeur militaire que Vanille. Ensuite, je vais jouer un 2. Donc, tu es à 7. Moi, j'ajoute en 10. Du coup, je suis à 13. Et c'est là que je vais faire mon petit coup fourbe. Ah. Je vais jouer l'évêque. L'évêque, non seulement va me permettre de poser l'évêque sur le plateau, on ne pourra jamais faire de combat sur cette zone. Ça te permet de protéger une zone pour éventuellement la conquérir plus tard, éviter que ça soit l'ennemi qui va la conquérir. Et les valeurs les plus élevées en jeu disparaissent. Donc tous les 10 qui seraient en jeu à ce moment-là disparaîtraient. Si par exemple j'avais posé ça alors qu'il n'y avait pas eu le 10, mon 5 aurait été la valeur la plus élevée, donc ça aurait été nul de jouer ça à ce moment-là. Donc je reprends complètement le dessus à ce moment. On va jouer comme ceci en fait jusqu'à ce qu'on passe les deux. Oui. Imaginons on passe les deux. On passe. Je mets mon petit jeton pour dire que j'ai conquis ce territoire. Mais pourquoi on a passé maintenant, on n'a pas continué à jouer? Tout simplement parce qu'on ne va pas repiocher les cartes pour l'instant. Donc la prochaine bataille va se faire avec les cartes qu'on a en main. Donc évidemment, si on n'a plus de cartes, à 2 ça ne change pas grand-chose parce que du moment qu'on n'a plus de cartes, après on va les repiocher. Mais quand on est à plusieurs, il faut attendre que au moins 2 personnes, il me semble, ou 3 personnes. Non, je crois que c'est toutes les personnes sauf une n'aient plus de cartes en main. Voilà. Donc il faut faire attention aussi. Évidemment, dans les cartes, on a pas mal d'effets différents. Donc on a la clé. La clé permet de stopper immédiatement la bataille, on compte les points en ce moment-là. Donc ça c'est intéressant, par exemple tout à l'heure j'avais 13, toi tu as joué encore une carte mais tu étais à 12, avec ça ok c'est bon on arrête, et on compte les points, c'est moi qui gagne. L'épouvantail, merci. Quand on le pose, soit on passe simplement le tour sans se retirer de la bataille, soit on peut passer le tour mais également reprendre une carte en main. Mais attention, c'est uniquement une carte combattant, pas les cartes spéciales. On a les courtisanes, oui exactement. Qu'est-ce qu'ils font les courtisanes? Ça compte comme 1. Par contre, c'est un chiffre qui ne peut pas être modifié. Vous verrez après parce qu'il y a des cartes qui peuvent modifier les chiffres. Donc ça reste 1 et c'est une carte qui ne peut pas être enlevée. Du même type, on a la guerrière qui a une valeur de 10. Donc vous voyez, c'est une 10 rouge. C'est une carte qui ne peut pas être enlevée. Si à ce moment-là, on joue l'évêque, le 10 reste en jeu. C'est ça. Les cartes FN ont effet que sur les cartes combattants. Enfin, les cartes d'armée, les cartes standards. La courtisane elle va aussi servir à reprendre en fait le condottiere. À la fin d'un affrontement, la personne ayant gagné l'affrontement choisit où le prochain affrontement aura lieu. Par contre, s'il y a des courtisanes en jeu, la personne ayant le plus de courtisanes récupère le condottiere. Ensuite, on aura également les tambours. Quand on joue un tambour, on multiplie par 2 toutes nos valeurs de combat. Sauf les rouges. Oui, des cartes combat standard. Ouais. Il va y avoir l'hiver. L'hiver, il fait froid. Là, les troupes ne sont pas motivées. Ils n'ont pas envie de combattre. Du coup, toutes les valeurs sont réduites à 1. Exactement. Sauf, encore une fois, les cartes rouges. D'où l'intérêt d'avoir des cartes rouges. Et du coup, le printemps. Donc quand on joue une carte saison, ça annule la saison précédente. Donc si je joue une carte printemps sur une carte hiver ou inversement, ça annule l'autre saison qui était en cours. Et donc tous les effets qui vont avec. Mais la carte printemps, en plus de ça, elle va avoir comme effet de rajouter 3 à la valeur de notre mercenaire ayant la valeur la plus élevée. Ou nos mercenaires ayant la valeur la plus élevée. Ouais, et tant que j'ai 2 10, tous les 2 cartes vont gagner 3. Donc ça sera 13 et 13. Ça va faire 26 tout d'un coup.
Ouais. En tout cas, c'était encore une fois une super découverte. C'est un jeu qui est excellent. Alors, cette façon de jouer où on va piocher que quand on n'a plus de cartes en main, qui demande de remélanger toutes les cartes, voilà, c'est un petit peu laborieux. Après, C'est en ça qu'on sent qu'en fait c'est un jeu avec des mécaniques anciennes, que c'est un jeu ancien. Ouais. Parce qu'il y a pas mal de petits détails qui font que ça alourdit pas mal le jeu. Exactement. Après, il y a un mode qu'on a testé que dernièrement, c'est qu'on pioche directement les cartes du tas. On a 7 cartes à la place de 10. Ouais. Et on pioche à chaque fois sans devoir à chaque fois tout remélanger, tout redistribuer les cartes, etc. Et puis il y a encore d'autres modes de jeu qui existent dans les règles, donc ça permet de vraiment bien renouveler. Par contre, on l'a testé récemment à 4. Il n'y a pas à dire, à 4, c'est un niveau supérieur par rapport à 2. Exactement. Alors, c'est déjà très bien à 2. C'est un petit peu simple, mais c'est bien à 2. Ouais, je trouve qu'en fait, à 2, c'est ce qui me gêne dans ce genre de jeu, personnellement, de conquête de territoire, c'est qu'il y a toujours une personne qui prend le dessus souvent sur l'autre. Voilà. Top. Condottière. Ouais. Je suis assez d'accord. Puis surtout, le format est hyper bien parce que c'est transportable partout. Puis c'est quand même un jeu entre guillemets costaud. Quoi. Ouais, mais c'est ça qui est incroyable parce que la boîte elle est vraiment petite et au final le jeu c'est costaud comme tu dis. Enfin, on a les sensations d'un jeu costaud. Ouais. Voilà. On arrive au numéro 4. Évolution. Mais évolution. Voilà, ça c'est une petite note à faire. Évolution, jeu de base avec l'extension climat. C'est pas que évolution tout seul est nul, c'est très simple. Il va manquer un petit truc. Voilà, exactement. Mais évolution avec l'extension climat, mais c'est un jeu qui est super. Ouais. Et surtout, en fait, ce qui est un cool avec climat, c'est que le jeu devient jouable à 2. Évolution sans climat à 2, c'est nul. Oui, exactement. Ça n'a aucun intérêt. Avec climat, l'intérêt commence à être présent. Et attention, il y a des dinosaures. Ça, c'est un dinosaure. Jeton premier joueur. Le but du jeu est de créer des espèces, des animaux qui à la base sont vraiment très basiques, donc ils n'ont rien du tout. C'est une population de 1 avec une taille tout petit. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter des caractéristiques qui leur permettent de survivre le plus longtemps possible et évidemment, ça nous permet de gagner des points. Les différentes caractéristiques, on a des caractéristiques physiques qui permettent soit de manger, par exemple, là je prends l'exemple du long cou, donc c'est un animal qui permet de manger les feuilles des arbres, du coup il va se nourrir plus facilement que d'autres. Il y a des caractéristiques qui permettent de survivre au froid. Donc si on parle du climat, le climat, on commence un climat normal, après ça peut devenir l'âge de glace, comme ça peut devenir le désert tropical, très 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 chaud. Donc on peut survivre au froid ou au chaud. Ça permet d'être carnivore, donc les carnivores vont attaquer les autres animaux, mais il y a des animaux qui peuvent avoir des caractéristiques qui peuvent se défendre des carnivores. Donc les carnivores n'ont rien d'autre à manger. Parce qu'évidemment, si tu es carnivore, tu n'es pas herbivore, donc tu ne peux pas manger des plantes. Là, par exemple, un carnivore doit avoir une population supérieure pour pouvoir attaquer la créature ayant la horde défensive. Et donc, la population va se gérer sur ce plateau, ainsi que la taille. On va avoir donc ces deux paramètres à gérer, en plus des traits. On va avoir la taille de la créature, qui va augmenter petit à petit, et sa population. Donc plus on a une population grande, plus il faudra nourrir cette population. Plus la taille est grande, plus cette créature pourra se défendre contre des adversaires. À savoir qu'au début de chaque tour, secrètement, on va mettre en jeu des cartes qui permettent de définir combien de plantes on aura dans la réserve. Et ça va aussi modifier pas mal de choses parce que, évidemment, les animaux les plus grands, ceux qui vont réussir à s'en poser sur les autres, c'est eux qui vont manger en premier. Tu dis avec le long cou, par exemple. Par exemple, il me semble. Avant que les cartes nourriture soient révélées, elle prend une plante de la réserve. Une seule plante de la réserve. Mais il y a d'autres capacités qui font qu'on va manger avant les autres. À bout d'un moment, il n'y aura plus de plantes. Donc les autres ils vont se retrouver sans de la nourriture et du coup ils vont perdre en population. Et quand la population arrive à 0, extinction de l'animal. On a des cartes qui permettent aussi
de piquer de la nourriture à droite et à gauche. Donc, s'il y a un animal qui mange, il y a l'autre qui mange aussi. Ils peuvent aussi se passer des... Ouais, des compétences particulières avec quand il y a des flèches comme Oui, ça. exactement. Là, par exemple, c'est le cri d'alerte. Donc, ça veut dire que cet animal va avertir les autres, celles qui se trouvent à sa droite, à sa gauche, s'il y a un carnivore qui arrive. Donc, on peut pas les attaquer. Donc, voilà. Après, comme on disait, il y a le petit panneau climat. Ce plateau va définir le climat actuel. Donc, on commence au milieu, donc c'est tempéré. Et selon les cartes qu'on va jouer en début de partie, En début de manche. en début de manche, soit ça va devenir plus froid, soit ça va devenir plus chaud. Ou alors ne pas bouger. Ça Ou peut alors aussi ne pas arriver. bouger aussi. Donc, si on passe sur le froid, quand on arrive là, tous les animaux de taille 1 ou 2 perdent en de population. Plus ça devient froid, même les animaux les plus gros, ils commencent À souffrir. à souffrir. De l'autre côté, c'est la même chose. Plus le climat devient chaud, d'abord, c'est les animaux les plus gros qui commencent à souffrir, et après, c'est les tout petits aussi. Mhm. À savoir qu'il y a aussi des caractéristiques qui permettent à l'animal de se défendre du froid ou du chaud. En plus de ça, chaud et froid vont avoir une influence grande sur la nourriture. Donc, comme Vanny disait tout à l'heure, on va jouer des cartes nourriture en fait qui ont des valeurs de nourriture ici, face cachée. On va jouer le tour de jeu, puis à la fin, dès qu'on va devoir se nourrir, on va révéler ces cartes. Et du coup, ça va non seulement avoir une incidence sur la nourriture, mais également sur le climat. On voit également que plus il fait chaud, plus il y a de la nourriture, sauf s'il fait très très chaud, là on perd de la nourriture. Par contre, plus il fait froid, moins on a de nourriture. Donc cette nourriture-là va se répercuter sur ce plan-là, en plus des cartes qui ont été jouées. Et c'est en ça aussi que le jeu est vraiment meilleur avec l'extension. Oui. C'est qu'au bout d'un moment, sans l'extension, je trouve qu'on tourne vraiment en rond sur la nourriture. On a plus grand impact en fait avec les cartes qu'on joue. À bout d'un moment, il y a même trop de nourriture, donc on sait qu'il y en aura assez pour tout le monde. Tandis que là, passer de 12 à 6 et à moins 20, parce qu'il fait trop chaud, il y a tout qui est brûlé, et ça fait mal. Et nous, on a aussi ce pouvoir de influencer la température. Parce que selon les cartes qu'on joue, on aura plus ou moins de... Là, par exemple, il y a 3 soleils. Donc, si il y a une majorité de soleil sur les cartes révélées, on augmente. Côté soleil, et la majorité de flocons de neige, on va passer au côté froid. Par exemple, si on est là et qu'il y a une majorité de flocons de neige, on va juste se déplacer d'une case. Oui, exactement. Il y aura également des cartes à certains endroits. Ces cartes, en fait, vont déclencher des effets quand on arrive sur ces climats-là. Et puis le jeton, il est juste là. Ah ben voilà, Tac. Bon, donc il y a le chat qui se pose dans le coin d'eau. Les carnivores, toi, tu manges pas d'air. Non. À savoir que chaque nourriture qu'on a, ça va rentrer dans notre petit sachet et ça fait les points victoire. Donc à la fin de la partie, on va tout simplement compter le nombre de jetons et on sait combien de points on a gagné. Et du coup, donc, en fin de partie, on va gagner, comme tu disais, des points de victoire par rapport à la nourriture dans le sac, Ouais. mais également par rapport à la population de chacune de nos créatures, ainsi que les cartes traits qu'on aura mis sur elles. Oui, exactement. Il y a les petits dessins sur les petits sachets. Le matériel est vraiment beau. Les Oui. dessins sont splendides. Oui, exactement. À savoir que Evolution a aussi un petit frère. Enfin, grand frère, parce que la boîte, elle est grosse. Ok, grand frère, effectivement, c'est Océan. C'est plus ou moins le même jeu avec des caractéristiques légèrement différentes. Chose plus, je trouve que c'est le fait que nos caractéristiques peuvent influencer celles des autres, ou on peut utiliser les autres pour influencer nos animaux. Il va y avoir un peu plus d'interaction en fait dans l'océan que dans l'évolution. Oui, exactement. Il y a plus d'interaction entre joueurs, tandis qu'ici, à part les carnivores qui vont manger un petit peu à droite à gauche, les autres mangent les feuilles dans leur coin et c'est tout. Ouais. Par contre, Océan est plus facile à prendre en main, Oui. plus rapide à maîtriser, mais du coup moins profond. Mais c'est vrai qu'entre Océan et Évolution, Évolution. c'est le top. On répète avec l'extension climat. Ouais, exactement. Sans l'extension climat, comme on l'a dit, on va vite tourner en rond. En fait. Même si le jeu est cool sans l'extension. Mais... Ah, ça va très bien pour introduire le jeu, pour jouer les premières parties. Même pour des personnes qui ne sont pas forcément des grands joueurs. Après, c'est vrai que on tourne vite en rond. Alors, du coup, Évolution, c'est un jeu qui se joue de 2 à 6.
Ne le faites jamais à 6. Oh, C'est infernal. Ouais. 4, grand maximum. Ouais. C'est comme Océan, ils l'ont mis jusqu'à 6, mais c'est infernal à 6. Les tours de jeu sont beaucoup trop longs. Attention, on arrive dans la top 3. Alors, Et top 3, ici, il y a 2 boîtes de jeux. oui. Alors, c'est pas parce que je partage la top 3, c'est que c'est le même jeu, Mais un peu différent. mais un peu différent. Elle parle de Brass. Petite précision, les boîtes de Brass, ça c'est la version KS. En anglais, en plus. En anglais et version Deluxe. Du coup, c'est pour ça qu'elles sont grandes. La version que tu as en magasin, c'est plus petit, ça. Ouais, ça vous prend la moitié. Ouais, exactement. Pourquoi il y a les deux? Disons que personnellement, j'aime beaucoup la première version, Lancashire. Lancashire. Désolé pour moi, ma prononciation. Après, ils ont fait Birmingham. Birmingham. Celle-là. Le jeu, c'est plus ou moins le même. La mécanique est exactement la même, sauf que là, il y a d'autres choses qui sont ajoutées. De la bière. De la bière, ouais, voilà. Ça, c'est le côté intéressant, c'est la bière. Mais ça change un petit peu le jeu, mais le principe reste le même. Oui, en fait, il faut savoir que Brass, donc c'est un jeu de Martin Wallace, grand auteur de jeu qui aime bien faire des jeux bien costauds. Ouais. Très bon auteur de jeu. Et le premier Brass, donc Lancashire, est sorti il y a très longtemps. J'ai plus la date en tête. 2004 peut-être, quelque chose comme ça. Donc, si vous allez chercher les images, C'est dégueulasse. ouais, On a l'impression de regarder un prototype. Oui. Et ça a été réédité pour un Kickstarter en 2018 par Roxley. Pour l'occasion, Martin Wallace s'est associé avec deux autres auteurs, donc Gavin Brown et Matt Tolman, pour pondre Brass Birmingham, qui est donc une évolution. Ils ont remis à jour un petit peu certaines mécaniques de jeu qui n'étaient pas toujours hyper intuitives dans Brass Lancashire. Je crois qu'il n'y a pas tant de changements que ça, mais globalement on reste sur le même jeu, quoi. ce jeu a quand même un grand défaut. Alors, c'est pas vraiment le fait qu'il y a beaucoup de matériel, c'est le fait qu'il y a beaucoup de petites tuiles pour chaque joueur. La mise en place, ça va prendre minimum un quart d'heure. Entre trier tous les tuiles, les mettre à leur emplacement, ça va prendre un bon quart d'heure. Donc voilà, chaque joueur a tous ses tuiles. Donc il y en a minimum les emplacements que vous voyez sur le plateau. À savoir que certains emplacements, il y en a plusieurs. Donc il peut y en avoir 2 ou voire 3, me semble. Ouais. On est dans l'ère Révolution industrielle. Révolution industrielle, donc vraiment le tout début. 1770-1870. Voilà, donc on va jouer 2 manches. Et le but du jeu, c'est vraiment de construire notre propre réseau pour pouvoir produire des matières premières. Dans ce cas-là, c'est le coton, c'est juste, hein. Et acheminer le coton vers les ports pour pouvoir l'expédier ailleurs. Pour faire ça, évidemment, pour pouvoir acheminer les matières premières, on a besoin d'abord des bateaux. Et du coup, pour acheminer le coton, on a besoin de construire d'abord des voies fluviales. Ensuite, ça sera des chemins de fer. Évidemment, pour faire marcher le train, on a besoin du charbon. Donc, on doit construire des mines de charbon. Pour construire les usines, on aura besoin du cuivre. Donc, on va construire des usines de cuivre. Et certains bâtiments nécessitent aussi du charbon. Et certains bâtiments, évidemment, pour chauffer, on a besoin du charbon. Donc, il y a tout un écosystème qu'il faut mettre en place pour pouvoir avoir les matières premières, pour pouvoir les transporter et pour pouvoir les vendre. Petite particularité, à la fin de la première ère, tous les bâtiments de niveau 1 vont disparaître. Donc, si on va construire notre empire basique à la première ère, on va se retrouver sans rien d'autre après. D'où l'importance vraiment de faire cette évolution. Et justement, les différents niveaux des bâtiments, on les retrouve ici. Donc, les bâtiments en bas sont de niveau 1, puis petit à petit, on va monter jusqu'au potentiellement au niveau 4. Les bâtiments, on va pouvoir les évoluer donc petit à petit. On pourra même parfois écraser les bâtiments adverses, dans des cas vraiment très précis. Seulement les 2 bâtiments qui se trouvent là. Sinon, là, on pourra écraser nos propres bâtiments pour les upgrader. Pour construire des bâtiments de niveau supérieur à 1, il faudra d'abord se débarrasser des tuiles des niveaux inférieurs. Oui.
Et donc soit en les construisant, soit en faisant du développement. En début de partie, on aura des cartes en main. Ces cartes vont définir les zones où on peut construire. Donc là, par exemple, on a Blackburn, je crois. Ouais, Blackburn, qui se trouve là. Donc ça veut dire qu'en défaussant cette carte, je peux construire soit une usine, soit une mine. On aura aussi des cartes qui permettent de construire quelque chose, soit une usine, soit une mine, soit Voilà, un bâtiment précis en fait. un bâtiment n'importe où. Donc par exemple, là, on va pouvoir construire une usine de coton n'importe où. Pour autant, bien sûr, qu'on respecte les conditions d'acheminement des ressources pour pouvoir construire ce fameux bâtiment, puisque certaines ressources doivent être acheminées par des transports. Notamment le charbon. Donc à chaque tour, on va faire 2 actions. Soit construire, soit vendre, soit... Construire du bateau, on pourra aussi faire le développement pour justement virer des tuiles sur notre plateau personnel pour pouvoir augmenter le niveau de nos bâtiments. On peut également dépenser 2 cartes pour donc, faire nos 2 actions du tour pour considérer ces 2 cartes comme étant une carte de n'importe quel type. On peut également faire des emprunts. À la banque, parce que au bout d'un moment, c'est un jeu où l'argent, c'est quelque chose de très important. Donc voilà, je le montre parce que c'est la version de luxe. C'est la version de luxe. Hein, on a ces sublimes jetons argent. Jetons de poker. Ouais, de qualité d'ailleurs. Et l'argent, c'est vraiment quelque chose de très important dans le jeu. Il part très vite. Donc à bout d'un moment, on peut demander un emprunt à la banque et on va gagner 30 ans, c'est ça? Alors 10, 20 ou 30. C'est la différence Ah oui, c'est vrai. Avec Birmingham, on peut gagner que 30. Exactement. Ici, on a encore le choix si prendre 10, 20 ou 30. Évidemment, pour chaque tranche de 10, on va diminuer notre revenu. Exactement. Donc là, en fait, on a la piste de revenu. On voit que là, on a un revenu à 0. Et du coup, plus on descend, plus on aura des revenus négatifs. Par contre, petit à petit, on va augmenter nos revenus. Et si on prend des emprunts, notre revenu va descendre. Plus on augmente notre revenu, plus en fait la tranche point que l'on doit gagner pour augmenter de tranche de revenu va être grande. Par exemple, au début, on a besoin d'augmenter 2 fois le revenu pour passer à la tranche de revenu supérieure. Et à la fin, il faudra passer jusqu'à 4 fois, augmenter 4 fois notre revenu pour passer à la tranche de revenu supérieure. À chaque fois qu'on fait un emprunt, pour chaque 10 d'emprunt que l'on prend, on va reculer d'une tranche complète de revenus. Et donc, ça peut faire un peu mal. Oui, exactement, surtout si on va demander de l'argent à la fin. Autre chose que j'ai trouvé hyper bien, c'est que en fait, le tour de jeu est défini par rapport à ce que l'on dépense. Plus on dépense d'argent, moins on va jouer tôt sur la manche suivante. Oui. Et donc, on est toujours en train de se dire, voilà, telle personne a dépensé tant d'argent, moi j'ai besoin à la manche suivante d'être au moins deuxième. Du coup, je vais dépenser tant, mais en même temps, j'ai besoin de dépenser ça ferait un peu plus. Est-ce que. Voilà, c'est du dilemme constant, c'est hyper bien. Il faut bien calculer aussi, hein, parce que terminer en dernier et la manche suivante commencer en premier, ça peut être un grand avantage. Surtout, il y a des choses, des points stratégiques à prendre, comme les ports, le bateau. Ouais, les bateaux, ça rapporte énormément de points. Il n'y a que 3 emplacements de bateaux. Mais par contre, si on joue à 2, par exemple, celui-là, il n'existe pas. Il existe en fait. C'est juste que la carte ne sera pas dans le tas. Donc c'est hyper dur d'y aller en fait. Ouais, exactement. Donc ça vaut même pas la peine d'essayer, à moins que c'est vraiment un autre objectif à dépenser ce bateau. En plus de ça, il y a vraiment beaucoup d'interactions parce que comme Vanny disait tout à l'heure, on va créer son réseau avec les voies fluviales et les voies de chemin de fer. Sauf que ce réseau, il n'y a pas que nous qui pouvons l'utiliser, les adversaires également. Oui. Donc parfois, on va connecter en fait Ellesmere Port to Birkenhead et en connectant ceci, en fait, ça va aider un adversaire à construire le bateau à Birkenhead. Comme c'est arrivé déjà plusieurs fois. Ouais. On va calculer tout pour pouvoir prendre le bateau, mais nous manquons tour et l'autre en profite. Et on profite. Donc c'est hyper bien. En plus de ça, les ressources que l'on produit, donc par exemple avec les mines de charbon et les mines de métal, on va poser ces jetons, enfin ces ressources directement sur les tuiles. Et donc les adversaires vont les utiliser. Ou ça peut être un avantage parce que ça va nous apporter plus de points. Exactement, et du revenu surtout. Parce qu'en fait, une fois qu'une tuile est vide de ses ressources, on va la retourner. À ce moment-là, on va gagner des points de victoire pour la fin de la manche, pour la fin de l'ère, pardon, et du revenu pour la fin de la manche. Ouais. Donc voilà. Oui, puis bien sûr, construire en fait des voies de chemin de fer et des voies fluviales va permettre de gagner aussi des points de victoire parce qu'on va gagner un point de victoire pour chaque bâtiment qui a été retourné dans chaque ville qui est connectée à notre voie. Donc, et même les bâtiments adverses. Donc en fait, on va sans arrêt
réfléchir en avance aux coups que l'on va faire. On sait que parfois les coups vont avantager nos adversaires, mais c'est pour mieux en fait reprendre le pas derrière. Exactement. C'est ça qui est vraiment intéressant, c'est que on est tout le temps en train de réfléchir à comment gérer notre réseau pour gagner des points de victoire, pour pas trop influencer les autres, de donner des points de victoire aux autres, et en même temps pour profiter de tout ce que les autres sont en train de faire. Et du coup, avec la bière, juste à savoir que c'est une ressource supplémentaire. Donc on va retrouver exactement les mêmes choses, mais en plus de ça, il y a les fûts de bière, et il faudra acheminer ça aussi. Alors, en fait, les fûts de bière, il faut les acheminer vers nos travailleurs pour qu'on puisse exporter le coton et exporter les autres pas les denrées, mais les autres ressources que l'on exporte, parce qu'on va avoir de la céramique, on aura les goods, Produits. des fournitures, quoi. Et toujours le coton. Et en fait, pour vendre tout ceci, on a besoin de dépenser de la bière. Ah bah oui, parce qu'avec la bière, on travaille mieux, on est plus heureux. Il y a même un côté historique, en fait, c'est noté dedans. Il faut savoir qu'à cette époque-là, l'eau était vraiment très polluée. Et du coup, le fait souvent, la bière, en fait, était moins polluée, plus potable que l'eau. Et du coup, on fait boire de la bière à nos ouvriers pour les désaltérer. Ne faites pas ça chez vous. L'alcool, c'est avec modération. Donc voilà pour Brass. Super jeu. C'est un jeu qui dure entre 60 et 120 minutes. Ouais, je pense qu'en 60 minutes, ils sont optimistes quand même. Ouais, 120, je dirais. À partir de 14 ans pour 2-4 joueurs. Ouais. Et là, on est sur un jeu qui fonctionne bien à 2, mais qui est quand même mieux à 3, voire 4. 4, c'est le plaisir ultime. Alors, c'est de la frustration constante. Ouais. On va pas arrêter de se tirer dans les pattes, mais tout le temps. Mais c'est tellement bien. Oui. Après un souci de micro et un mois passé, nous revoilà dans d'autres habits pour continuer ce top. Alors, top 2. Les Aventuriers du Rail. Que tout le monde ne connaît pas, bien évidemment. Non, alors c'est un jeu méconnu. Il n'a pas gagné de prix du tout. Non, il vient de sortir. C'est pour ça qu'on fera de la pub. Parce qu'il en a besoin. Ouais, exactement. Tu viens d'apprendre que les Je viens d'apprendre que les Aventuriers du Rail datent de 2004. Donc c'est très 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 vieux. Nous, on l'a découvert très tard. Et je me souviens encore que la discussion qu'on a eue en regardant la boîte, c'est quoi ce jeu? Un jeu de train. Ouais. Ouais, ça c'était quand on ne connaissait pas encore trop le jeu de société. Voilà, oui, exactement. Et après, on l'a testé et depuis, on a fait des parties. On a acheté tous les... Les cartes sont un peu brunes. Les extensions, oui, les cartes. Il faudrait presque demander de nouvelles cartes. Du coup, les Aventuriers du Rail, qu'est-ce que c'est? C'est ça. C'est un jeu de placement de train. Dans les Aventures du Rail, on doit relier des villes pour créer notre propre réseau de trains. Donc ici, on a la ligne, par exemple, Rostov-Erzurum. Où est-ce que c'est? Alors, c'est quelque part là-bas. Erzurum, c'est là. Et Rostov, c'est ici. Un petit peu plus haut. Et Rostov, c'est là. Vous inquiétez pas, sur les cartes, vous avez aussi une référence à la carte de l'Europe. Alors, on parle de les Aventuriers du Rail Europe, parce qu'il existe aussi une version aux États-Unis. Qui justement est sortie en 2004. Donc voilà, vous avez vos objectifs, donc relier plusieurs villes. Et c'est à partir de ces objectifs qu'on va créer notre propre réseau. Simple, direz-vous, mais alors au début, si tout le monde commence dans le coin de la carte, c'est assez simple, mais de toute façon, on va se retrouver les uns sur les autres, à se piquer des trajets, des lignes. Il faudra faire des concessions. Quelqu'un nous pique une ligne, donc on doit faire le tour de l'Europe pour arriver à notre destination. À savoir que toutes les destinations qu'on n'arrive pas à connecter, ça sera des points négatifs au fond de partie. Donc ça fait très mal. Et toutes les autres, du coup, c'est des points positifs. Et toutes les autres, c'est des points positifs, bien évidemment. Et donc toutes ces connexions, c'est vraiment des cartes tickets, en fait, des cartes objectifs que l'on pioche en début de partie et potentiellement pendant la partie. Comment on va faire pour créer notre ligne? On a des cartes wagons avec différentes couleurs qui représentent aussi les couleurs que vous avez sur le plateau. Là, par exemple, c'est rouge, c'est pour créer une ligne rouge. Voilà. Verte pour créer une ligne verte, bleu pour créer une ligne bleue. Pour pouvoir créer la ligne, là par exemple, si je prends celle-là, Varsovie-Vienne qui est bleue, donc 1, 2, 3, 4, je dois défausser 4 wagons bleus. Si je n'ai pas 4 wagons bleus, je ne peux pas construire.
On a aussi des locomotives, qui sont un petit peu les cartes Joker, qui dans ce cas nous permettent de remplacer un wagon de notre couleur. Donc on peut faire éventuellement 3 bleus plus une locomotive, ça fait 4 wagons. Et on peut construire la ligne. On a aussi des tunnels, notamment en Suisse. Beaucoup de tunnels en Suisse, oui. Pour les tunnels, là aussi on a un tunnel A2 Qui relie Munich à Zurich. Voilà, un tunnel A2 qui est jaune. C'est un petit peu plus compliqué parce qu'on sait que le tunnel, plus ou moins, ça fait cette longueur. Ça fait une longueur de 2, mais comme on doit creuser dans la montagne, peut-être on aura des petits soucis. Donc on aura besoin de 2 cartes jaunes. Et après, on va piocher au hasard 3 autres cartes. Donc on va piocher 3 cartes au hasard. Ah, là c'est une locomotive. Là c'est une carte rouge. Et une autre carte rouge. Donc pour chaque carte de la même couleur ou une locomotive, je dois jouer une carte supplémentaire. Donc voilà, c'est un petit peu le challenge pour la construction des tunnels. À savoir qu'on a un joli tunnel A8, c'est mon préféré que j'arrive à construire même si je ne fais pas exprès. Et c'est la ligne qui rapporte le plus de points parce qu'elle rapporte 21 points juste en faisant ce tunnel. Mais ça veut dire avoir 8 cartes de la même couleur plus une réserve supplémentaire au cas où pour pouvoir... Et encore 8 jetons wagons en stock aussi. Et encore 8 jetons wagons. Donc en général, tu arrives à bien déclencher la fin de partie rapidement parce que la fin de partie est déclenchée lorsque quelqu'un est à court de wagons. Donc une personne possède 1, 2 ou 0 wagons. Donc voilà, en gros, le principe des Aventures du Rail, c'est un jeu qui est génial. Ça dure pas très longtemps, c'est facile à sortir. C'est un jeu d'entrée pour amener des amis qui n'ont pas l'habitude de jouer, pour présenter des jeux de société. Ou la famille. Ou la famille. Parce que c'est vraiment très simple, très agréable, très fun. Et pour vraiment toutes les catégories de joueurs. Alors bien sûr, tous les goûts sont dans la nature, on peut ne pas aimer les aventuriers du rail. C'est clair. Mais même en tant que gamer, c'est un jeu qu'on ressort même à 2 volontiers, en se disant bon, on se fait une petite partie juste avant d'aller dodo et puis on s'amuse quoi. Exactement. Alors c'est vrai que c'est pas là où il y a le plus de réflexion, mais par contre, comme il y a beaucoup d'interactions entre les joueurs, entre les personnes autour de la table, ça permet vraiment d'avoir des parties qui sont constamment renouvelées aussi. Et puis en termes de renouvellement, il y a un nombre faramineux d'extensions puis de versions différentes aux Aventuriers du Rail, donc on peut tout à fait apprécier la mécanique et ne pas apprécier telle ou telle carte. Donc les deux boîtes de base, c'est Europe et États-Unis. Avec celle-ci viennent 7 extensions différentes. Donc 7 grosses boîtes nouvelles avec des nouvelles cartes, enfin des nouveaux plateaux. Donc on a l'Asie, la Suisse, l'Inde, l'Afrique, les Pays-Bas. États-Unis encore, ils avaient refait. Oui, ils ont fait plusieurs cartes des États-Unis, sur des régions précises des États-Unis, Royaume-Uni. On a aussi une grosse boîte indépendante qui est autour du monde et d'autres boîtes indépendantes. Il y a aussi des boîtes plus petites, des cartes villes. Donc il y a Amsterdam, Londres, New York. Là, c'est des parties de 10-15 minutes, donc c'est vraiment speed. Ça va très bien aussi pour les enfants. Tout à fait. Donc, Et puis il existe aussi Mon Premier Voyage ou la version express pour les enfants encore plus jeunes qui n'ont pas encore la lecture. Oui. D'ailleurs, c'est quoi ta carte préférée, ton plateau préféré? Mon plateau préféré, j'aime beaucoup la Suisse. Elle se joue de 2 à 3. Pas parce que c'est la Suisse, mais c'est vraiment un jeu... c'est une carte qui est assez complexe. C'est pas une carte à faire dernier jeu avant dodo, parce que normalement, on va dormir et on sera tellement agité. Encore, ouais, c'est ça. Voilà. Tout nerveux. D'ailleurs, il me semble que c'est la carte qui est utilisée pour faire les tournois aussi, la carte de la Suisse. Ouais, c'est ce que j'ai entendu, ouais. Ouais. Parce qu'elle est très très compétitive. Oui, exactement. Alors ça, c'est vraiment génial. Par contre, celle que j'aime un petit peu moins, c'est par exemple l'Afrique ou le Japon. C'est le Japon avec le maglev. Les Shinkansen. Le Shinkansen. Ouais. Ouais. Ça, c'est intéressant, mais personnellement, je la trouve un petit peu trop facile parce qu'en fait, on va construire une ligne qui après est utilisée par tout le monde. Et... Après, il y a une compétition parce qu'on doit contribuer à cette ligne. Exactement. Mais ouais, tu prends des objectifs, tu fais les objectifs, c'est vraiment, ouais. C'est beaucoup plus rapide, c'est plus simple. Oui. Donc voilà, chaque carte a vraiment ses particularités. Puis c'est vrai que la Suisse, elle est vraiment bien. Très bien. Donc voilà. Tout ça. Et puis, on arrive gentiment au numéro 1, mais avant... Vanny aime bien tricher dans les jeux. Non. Et du coup, il a voulu tricher dans son top. Mais j'aime bien tricher, oui, dans les jeux. Non, si je suis pas tricheur, tu me poses non, je plaisante. Voilà. Donc avant d'arriver au top 1,
j'ai un petit jeu, une petite mention spéciale à présenter. Toute légère. Ouais, voilà, c'est parce que moi j'aime bien tous les jeux rapides, c'est qu'on sort explication des règles en 5 minutes. J'avais vraiment envie de mettre ce jeu parce que je le trouvais excellent, c'est en party game, très facile, dans une toute petite boîte. Voilà, je vous présente Intrépide. À peu près 4 heures de partie, sur les premières parties, ouais, 3 heures, 4 heures, donc Oh, ça va. Ouais. sortie facile en soirée, comme ça, juste avant le dessert. Ça va très bien. Du coup, Intrépide, qu'est-ce que c'est, mon cher Vanny? Alors, Intrépide, c'est un jeu, c'est un KS. C'est un jeu qu'on a reçu il n'y a pas très longtemps. Malheureusement, pour l'instant, il n'existe pas encore en version boutique. C'est un jeu ambienté dans l'espace, dans la Station Spatiale Internationale. On va incarner un astronaute. Donc, on a plusieurs pays. Donc, il y a plusieurs pays. On a notre petite boîte avec notre personnage à l'intérieur. Et ce personnage est asymétrique. Donc, chaque personnage a des fonctions différentes. Un plateau de jeu qui est assez grand. Donc là, on voit bien la station spatiale. Ah oui, ça représente très bien la station spatiale. Qu'est-ce qui se passe? On est dans la station spatiale. Malheureusement, on a un petit souci sur Terre et il ne peut pas venir nous chercher. Et la station spatiale commence à avoir des soucis techniques. On aura des soucis d'oxygène, on aura des soucis d'énergie, etc. De climat. Donc, le but du jeu, c'est... Et de nourriture. Et de nourriture. Le but du jeu, c'est vraiment survivre dans l'espace. C'est un jeu coopératif. Chacun a ses propres tâches. Et ensemble, voilà, sur ce plateau-là, ensemble, on va devoir gérer tout le fonctionnement de la station spatiale. Il y aura des événements qui vont se déclencher. C'est rare qu'un événement soit quelque chose de positif, c'est plutôt quelque chose de négatif. Comment on va jouer? C'est un jeu de placement de dés. Chacun a sa propre boîte avec plein de dés différents. Ça, il n'y a pas de reflet. Donc on a plein de dés, on lance les dés, on peut les mettre sous les différentes cases pour déclencher les effets. On peut les prêter à notre collègue qui peut les utiliser aussi. Donc voilà, c'est vraiment un jeu de placement de dés. Et bien sûr de coordination. De coordination. Parce que parfois il y a certaines choses qu'on va activer dans un certain ordre, justement quand on prête des dés pour s'assurer que tu es le bon dé au bon moment. Bien sûr, ça nous coûte pas mal de ressources parce que pour prêter un dé, il faudra poser un autre dé. Ah oui, bien évidemment, tout au long de la partie, on va construire plein d'autres modules. Donc vous voyez, il y a plein d'espace à côté pour pouvoir ajouter des modules qui vont ajouter des actions supplémentaires, qui permettent vraiment de développer notre jeu. Et puis chaque module va en fait avoir des compétences particulières et puis des restrictions. Par exemple, sur ce module, je peux placer 2 dés, mais par contre, les dés doivent avoir des valeurs entre 3 et 4. Ouais. Derrière, c'est la somme plus de 9 ou plus. Ouais, parce qu'évidemment, on a le choix entre devant et derrière selon les ressources qu'on utilise. Vous avez vu que les modules, ils les sortent de la boîte de l'équipage. Donc, encore une fois, chaque personnage a ses modules privés. Oui. C'est ça qui est vraiment incroyable dans le jeu. Et puis, en fait, les factions vont être asymétriques non seulement à ce niveau-là, mais également la manière dont elles vont gérer les dés. C'est-à-dire qu'il y a des factions, typiquement les Allemands, je crois. En fait, les Allemands auront plus de dés à disposition, mais par contre, les Allemands, comme ils sont très procéduriers, il va falloir en fait préparer les dés avant de pouvoir les utiliser. C'est vrai. Alors que les autres factions, on peut utiliser les dés directement, mais on en a moins. Les Russes, ce que j'avais fait, j'avais incarné les Russes justement à la première partie. Je ne sais plus exactement comment ils sont gérés. Je crois qu'eux, ils peuvent gérer les valeurs. Et toi, tu peux faire des relances ou quelque chose comme ça? Il me semble, ouais. Peut-être les Américains. Après, à savoir que chaque faction a un niveau différent aussi. C'est pas juste une question d'asymétrie, mais c'est vraiment un niveau différent de difficulté. Différent. Ça permet aussi de challenger un petit peu plus le jeu. D'autant plus qu'il y a non seulement ça, mais également des scénarios différents, de difficultés différentes. Donc nous, on avait fait que le scénario d'introduction, ça nous avait déjà bien plu, même avec les 2 factions les plus simples. On avait assez bien réussi globalement, on avait gagné. Hein. Il y a 2-3 moments qui étaient un peu tendus, mais on a ressenti en fait des excellentes sensations de jeu, même si le jeu nous a pas trop résisté sur la première partie. Et ce que je trouve vraiment incroyable, si vous aimez les jeux dans lesquels vous êtes vraiment dans l'histoire, dans le scénario, Intrépide, c'est un jeu pour vous. Ouais. Parce que alors là, pendant les 4 heures de jeu, on était vraiment dans la station spatiale, c'était vraiment tellement tendu,
on vivait le jeu. Et c'est ça Ouais, que il y a je un trouve côté- incroyable et c'est pour ça que j'ai voulu le mettre dedans, même si pour l'instant il n'est pas encore dans mon top parce que pour l'instant on n'a fait qu'une seule partie malheureusement. On a tellement de jeux à tester qu'on n'a pas vraiment le temps et c'est vrai que sortir 4 heures de jeu c'est pas évident. Mais les sensations de jeu de la première partie étaient vraiment excellentes. Donc voilà. J'avais vraiment envie de le présenter. Moi, j'espère qu'ils vont l'éditer en français, qu'on va le retrouver en boutique aussi en français. Ils n'ont fait aucune communication. dans Voilà, ce sens, donc, j'ai rien vu malheureusement, mais... Donc voilà pour Intrépide. Bon, numéro 1, un tout petit jeu encore. Bon, ça va. Alors, ceci est l'édition spéciale des 10 ans. J'ai dit tout à l'heure que j'aimais bien les éditions spéciales. Donc voilà, Pandémie. Pandémie en français. En fait, tout le monde l'appelle Pandémie, mais pas été traduit le nom. Si, la toute première édition, c'était Pandémie. Ok. Donc, Pandémique, encore une fois, c'est un jeu qui a été décliné en plein de choses. Donc là, je vais parler de la version de base avec une petite mention supplémentaire pour une autre version. À savoir que Pandémique, au Pandémie, est un jeu qui a été créé pas pendant le Covid. Non, c'est un grand classique. Voilà, ça date. Bon, effectivement, si on est à 10e anniversaire, voilà. Et puis ça, c'était en 2016 que c'était le 10e anniversaire, plus, je ouais. crois. Mais c'est un jeu qui a été créé après la première pandémie du SARS-CoV-1, le petit frère du SARS-CoV-2 qu'on connaît très bien. Qu'est-ce que c'est ce jeu? C'est facile à comprendre. On a de nouveau une carte cette fois du monde. Tout à l'heure, c'était l'Europe. Autour du monde, il y a 4 maladies qui ont commencé à se répandre. On a les maladies jaunes, on a les maladies bleues, les maladies noires et les maladies rouges. Encore une fois, on est sur un jeu coopératif. À savoir qu'on peut tout simplement trouver les remèdes aux maladies. Donc là, on va terminer le jeu. Ou si on veut aller un petit peu plus loin, on peut essayer de éradiquer toutes les maladies avant la fin du jeu. Bon, c'est pas une condition de victoire. C'est pas une condition de victoire, c'est un challenge supplémentaire. Comment on va jouer à ce jeu? On a des personnages. Donc de nouveau, édition de luxe, donc matériel de luxe aussi. Hein. Exactement. Donc, normalement, c'est juste des petits pions traditionnels. Là, on a vraiment des petits personnages très très bien faits. Donc on a des personnages qui sont aussi asymétriques, chacun a sa propre capacité. Par exemple, il y en a un qui peut voler d'un côté à l'autre de la Terre sans problème. Il y en a un qui peut trouver un remède avec une carte en moins, parce que pour trouver des remèdes, on a besoin des cartes, 5 cartes de la même couleur. Donc là, par exemple, c'est la maladie rouge. Du moment qu'on a 5 cartes rouges, on peut aller dans un centre de recherche, je pense. Centre de recherche pour créer le vaccin. On a le vaccin, c'est tout bon, on peut passer à la prochaine maladie. Et ainsi de suite. Donc on a vraiment pas mal de capacités spéciales. Après, il y en a certains qui sont un petit peu plus utiles que des autres. Voilà, Notamment à 2. Ouais. C'est un jeu qui se joue très très bien de 2 à 4. Mais c'est vrai qu'il y a un personnage spécifiquement qui à 2 ne fonctionne pas bien du tout. Oui. À notre tour, on va faire 4 actions parmi pas mal disponibles. Se déplacer d'une case à l'autre. On peut retirer un cube d'une maladie. Je vous explique après pourquoi. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut voler d'une partie à l'autre. Je vais à New Delhi. Tu vas à New Delhi. On peut construire une station de recherche aussi. En défaussant la carte, Delhi. Donc on peut construire la station de recherche. On peut passer des cartes. On est les deux à Delhi. Je lui donne Delhi. Merci. Ou inversement. Qu'après je peux utiliser pour créer le remède, etc. À la fin de notre tour, on va piocher des cartes propagation. Chaque carte propagation va nous donner une ville où le virus est en train de se propager. Kinshasa. Donc je vais mettre un petit cube là. Prochaine carte. Lima. Sans doute jaune. Santiago. Là, il n'y en a que 2 parce qu'on a un début de partie. Tout bien, on va continuer, on va recommencer le jeu. Mettons qu'à Kinshasa, il y a déjà 3 cubes. Et on va révéler de nouveau. Ah, Kinshasa. Qu'est-ce qui se passe? On ne va pas ajouter un 4e cube, mais on va faire une éclosion. Une éclosion, ça veut dire qu'on va mettre un cube de la couleur sur chaque ville connectée à la ville. Il y avait Johannesburg tout en bas qui était connecté à Kinshasa, Lagos et Khartoum. Si par exemple c'était Khartoum qui avait eu une éclosion, on aurait mis un cube au Caire qui n'est pas de la même couleur. Mais du coup, la maladie jaune se propage dans une région autre. Donc voilà,
Ça, c'est vraiment l'attention du jeu, parce qu'il faut toujours essayer de préserver nos villes, éviter que la maladie se propage le trop rapidement possible. À savoir que du moment qu'on n'a plus de cubes d'une maladie, ben on a perdu la partie. Ça, c'est une condition de fin. Du moment qu'on a fait trop d'éclosions, donc on est tout en bas, paf, fin de la partie aussi. Et également, quand le paquet joueur, donc à la fin de chacun de nos tours, on va on va repiocher 2 cartes pour les mettre dans notre main. Dès que ça c'est vide et qu'on doit repiocher, c'est fini. Petite particularité, dans le paquet de cartes, on retrouve des cartes épidémie. Et là, rebelote. On prend le paquet propagation, sauf qu'on pioche la toute dernière carte. Johannesburg. Ouais, Et là, pourtant j'ai pris le dessous cette fois. Et là, du jaune. on va mettre directement. On va dire qu'il n'y en avait pas. Hop. On va mettre directement 3 cubes à Johannesburg. On reprend du coup ce qui était dans la défausse, donc ce qu'on avait déjà révélé comme ville. On rajoute la carte que l'on vient de piocher du dessous du paquet. On mélange. On remet sur le paquet. Et on recommence. On avance quand même la vitesse de propagation. Parce que plus on avance, plus on a d'épidémies, plus la vitesse de propagation augmente et plus on pioche de cartes justement sur ce paquet. Fin de tour arrive du coup, parce qu'on a pioché cette épidémie, on a fait l'épidémie. Maintenant, on doit révéler de nouveau ces cartes-là. Donc, Londres, qui est bleu. Lima, qui est là, jaune. Et du coup, potentiellement, on aurait pu retomber sur Johannesburg et donc avoir de nouveau une éclosion. À savoir que là, Johannesburg a déjà 3. Khartoum a 3. Donc, si on fait une éclosion à Johannesburg, il va déclencher une éclosion à Khartoum. Et ainsi de suite. Donc, là, sur un seul coup, on aurait eu 2 éclosions. Il y a plusieurs niveaux de difficulté qu'on peut implémenter, notamment avec les cartes épidémies. Moins on en a, plus c'est facile, plus on en met. On peut en mettre soit 4, soit 5, soit 6. À savoir qu'ils sont répartis dans des petits tas. Donc, c'est plus ou moins reparti sur toute la partie. Ouais. Après, les petits tas sont mélangés. Donc, parfois, on a 2 cartes épidémies une après l'autre. Ou parfois, c'est vraiment aux 2 opposés. Ouais. Mais du coup, ça empêche d'avoir que des cartes épidémies tout en haut du paquet ou tout en bas. Parce que ça permet de répartir de façon un peu aléatoire quand même tout au long de la partie ces épidémies, donc créer une tension. On sait pertinemment que quand on pioche une carte épidémie, si elle est venue très très tôt en début de partie, on sait qu'on est là, tranquille pour un petit moment par exemple. Donc il y a aussi des calculs de statistiques et de probabilités qu'on peut faire par rapport à la pioche de ces cartes épidémies. Il existe des extensions à ce jeu, dont une extension qui est très très cool parce qu'on peut jouer jusqu'à 5 et on a un bioterroriste. Exactement. Vous vous rappelez le petit jeu Scotland Yard où il y a le méchant qui part et les autres qui doivent le trouver? C'est la même chose. Donc il y a le bioterroriste qui va se déplacer un petit peu partout dans le monde pour infecter les villes. Et nous, on va d'abord trouver les remèdes des maladies. Mais en plus de ça, il faut qu'on trouve le bioterroriste pour l'arrêter. Donc ça devient vraiment intéressant. Même on l'a joué à 2. C'est sympa, ça peut marcher, mais bon, c'est clair qu'à plusieurs, c'est mieux. Ouais. On a aussi une 5e maladie qu'on peut ajouter. Il y a plein de choses qu'on peut ajouter à ce jeu, c'est vraiment génial. Des cartes épidémies qui sont plus méchantes. Donc ça, c'est une seule des 3 extensions qui existent. Je crois qu'il y en a 3, si je ne me trompe pas. Il existe aussi plein d'autres versions du jeu. Notamment la version Legacy, qui est exceptionnelle. Si je prends le premier qui est sorti, donc Pandémie Legacy saison 1, en fait, on part vraiment sur le jeu de base, mais comme un Legacy, de temps en temps, il y a des choses supplémentaires qui arrivent. On va commencer à mettre des stickers sur des villes. Il y a des villes qui seront plus accessibles. Il y a plein de choses qui nous tombent sur la tête. Donc, c'est vraiment génial. On va jouer 12 parties. Minimum 12 parties, maximum 24. Ouais. Donc, c'est vraiment sur un an. En fait, il y a des retournements de situation. Il y a des choses qu'il faut prévoir un petit peu en avance. Donc c'est vraiment vraiment bien. Il existe au total 3 saisons, donc il y a la saison 1, la saison 2, saison 2 que je conseille en tout dernier parce qu'elle est très très dure, et la saison 0 qui est sortie fin 2020 et qui se passe du coup, c'est un préquel à la saison 1. Ouais. Alors normalement les Legacy, une fois qu'on a joué, c'est un one shot, donc on ne pourra plus rejouer. Par contre la saison 1, à la fin du jeu, vous vous retrouvez avec le jeu de base. Donc vous pourrez toujours le sortir et jouer comme en pandémie normale. La 2 et la 0, malheureusement. La 0, peut-être, on peut faire quelque chose, mais voilà. Faisable, je trouve que on a moins envie de le faire. Ouais, disons que j'ai pas. Voilà, exactement. C'est pas le jeu que je sortirais pour faire une partie. Mais du coup, ces derniers temps, pour les Legacy, parce que les Legacy, c'est vraiment ce principe d'avoir une histoire derrière avec un jeu qui évolue et qui s'altère au fur et à mesure des parties parce qu'on modifie le jeu. Beaucoup plus de Legacy aujourd'hui permettent d'avoir à la fin du Legacy encore un jeu jouable. Je pense notamment à Heaven's End. Ça, c'est ton chouchou. Ouais.
Voilà, mais c'est une expérience. C'est juste quelque chose de génial. On a fait en fait plusieurs parties d'un jeu qui est unique parce qu'on a fait des choix différents d'autres personnes et du coup on aura une expérience unique parce qu'on aura aussi fait d'autres réussites, d'autres échecs. Il y a des maladies qui vont se développer dans d'autres endroits par rapport au tirage de cartes aléatoires. Donc l'expérience Legacy sur Pandémique est vraiment exceptionnelle. Ouais. Du coup, merci beaucoup. Mais de rien. Partager ton top 10. C'était avec plaisir. C'était difficile à créer mon top 10. Mais du coup, merci à vous de nous avoir suivis. Merci beaucoup. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager la vidéo. Ça nous fera très plaisir. Et puis, on se revoit sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, ainsi qu'en boutique à Bulle, en Suisse. Et du coup, on vous souhaite une très belle journée. Jouez à des jeux, portez-vous bien. Et à bientôt. Bye. Ciao.